Cluse, Haute-Savoie. Bienvenue au R&D Center de Somfy. Ici, quelques 400 collaborateurs planchent chaque jour sur les futurs produits estampillés de la marque. Le site est ainsi équipé de plusieurs laboratoires pour des tests grandeur nature dans 3 catégories, la qualité, la conformité et la fiabilité. Nous sommes dans une salle semi-anéchoïque, ça veut dire que nous allons mesurer la sensibilité de nos produits au signal radio pour s'assurer que lorsqu'on les utilisera dans la vraie vie, nous allons pouvoir fonctionner dans une maison à travers des murs en béton ou par exemple pour ouvrir une porte de portail, s'assurer qu'à 100 mètres en champ libre, on va pouvoir atteindre et déclencher l'ouverture. Autre exemple très concret, le Yeti Lab. Ouvert depuis maintenant une année, ce petit atelier accueille les ingénieurs qui souhaiteraient matérialiser leurs idées. On a découvert plein d'usages en ouvrant le Fab Lab, des personnes qui travaillaient différemment avant et qui se servent des machines aussi. Ça permet d'aller plus vite, d'aller tester beaucoup d'idées. Pour très peu de budget, on peut aller très rapidement, en une demi-journée, faire une première maquette en carton, en pâte à modeler, en scotch, et aller tester son concept. Ça permet de tester beaucoup de choses très rapidement, et puis de voir quelles sont les bonnes et aussi quelles sont les mauvaises idées. Fleuron au Savoyard depuis des années, Somfy vise l'excellence grâce à une nouvelle vision de l'industrie. Le centre recherche et développement et l'usine de Cluse sont distants de seulement 400 mètres. Une proximité qui n'est pas due au hasard. Le fait d'avoir cette proximité nous permet de prendre en compte dès les étapes de la conception les besoins que les équipes de production ont à faire valoir et de sorte à développer des process qui soient optimum. Notre site industriel est adapté pour tous nos clients situés en Europe de l'Ouest parce que très clairement, on a besoin de cette réactivité, ce que ne peuvent pas faire nos concurrents, par exemple, d'origine chinoise. Direction donc l'usine de la Garette, un site réservé principalement à l'innovation. On entre là dans la phase concrète du processus de fabrication des produits phares de la marque, comme le dernier né de la gamme, le RS100. On aura une quinzaine d'équipements qui vont arriver pour le RS100. Et donc on a travaillé vraiment main dans la main avec les équipes de développement sur choisir, faire les bons choix technologiques, analyser les risques potentiels dans les projets et voir c'était quoi les bonnes solutions à amener pour répondre à ces risques. Le groupe Somfy passe donc un cap important avec la célébration de ses 50 ans. Et le virage amorcé depuis plusieurs années semble confirmé par les bons résultats financiers. Je vois que mon arrêt cardiaque est sur Auchan-Villard et sur le plan, vous voyez tous les gens qui sont inscrits à Sauve Life. Celui-ci a répondu. En quelques secondes, l'application détecte les citoyens sauveteurs à moins de 10 minutes de la personne en arrêt cardiaque grâce à la géolocalisation. Très vite, une réponse est donnée. Je viens d'être alertée par Sauve Life pour aller faire un massage cardiaque parce que quelqu'un a fait un arrêt à proximité d'où je me trouve. Donc j'affiche l'itinéraire pour me rendre sur place. Cette femme est disponible et va donc engager un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Pour l'aider, à l'autre bout du fil, un médecin du SAMU de la Loire. Ces gens, une fois qu'ils sont sur place, on essaye de les avoir au téléphone pour les guider pour le massage cardiaque et l'utilisation du défibrillateur automatique en attendant les premiers secours. Donc on les suit là pour l'instant sur l'ordinateur jusqu'au lieu pour pas les déranger durant leur navigation. Et puis par la suite, une fois qu'ils sont sur place, on les appelle au téléphone pour leur dire comment faire. Vous l'aurez compris, il ne s'agit ici que d'un exercice, mais dès aujourd'hui, l'application est déployée sur le département. Le nouvel outil va être utilisé par les professionnels du 15, une aide précieuse même sans formation de la personne, puisqu'elle va donner du temps et donc un taux de survie plus élevé pour le patient. C'est une optimisation du temps d'attente des secours professionnels qui vont mettre environ 13 à 14 minutes à arriver. C'est permettre au cerveau et au cœur de survivre ces précieuses minutes. Je vous rappelle, 1 minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Donc on ne peut pas se permettre d'attendre que les secours professionnels. Au SAMU, on peut faire des choses hyper compliquées pour faire repartir les cœurs. On peut même faire des circulations extracorporelles à l'hôpital, des choses folles dans l'arrêt cardiaque. Mais si personne n'a fait ce massage cardiaque pour que les gens soient en vie, au niveau du cerveau, ça ne sert à rien de développer des choses par le SAMU, les médecins à l'hôpital ou quoi que ce soit. L'application mise donc sur la solidarité des citoyens, un pari qui semble réussi. Après un an d'existence, Sauve Life compte 175 000 citoyens sauveteurs inscrits, dont 1300 dans la Loire. En une année, 35 cœurs ont pu repartir.
Le SAMU de la Loire compte bien aussi augmenter ses statistiques grâce à ces têtes de proximité. Chaque année, 50 000 personnes décèdent d'un arrêt cardiaque en France. Pas la bonne école, pas le bon quartier, pas la bonne catégorie sociale, cette fatalité, ces jeunes l'ont balayée d'un revers de la main. Âgés de 16 à 30 ans, ils ont souvent des parcours scolaires chaotiques, mais le potentiel, lui, est bien là. Un potentiel révélé pendant un service civique ou un volontariat, puis récompensé par l'Institut de l'engagement. La société se prive d'une capacité extraordinaire de sa jeunesse parce qu'elle les range dans une case, et puis si c'est la mauvaise case à vie. Et nous, c'est l'inverse. On dit que des jeunes qui se révèlent en s'engageant peuvent aller dans toutes les bonnes cases. On se construit avec des grandes écoles, on se construit avec des universités, on se construit avec l'ensemble des acteurs, et on essaye d'amener l'ensemble des acteurs sur un autre chemin que le chemin qui n'aboutit à une impasse. Et ce chemin, c'est ici à Autran qu'ils vont commencer à le tracer. 300 lauréats venus de toute la France pour le premier campus de l'engagement. 3 jours de conférences et d'ateliers pour échanger et réfléchir sur la société de demain en présence de 150 entreprises partenaires. J'ai décidé de demander à l'Institut d'engagement de m'accompagner vers ce parcours d'études pour pouvoir intégrer en fait Sciences Po sur un master de gouvernance relations internationales. Et l'objectif à terme, c'est d'accompagner des programmes pour les réfugiés climatiques. Économie, environnement, mobilité, santé, les défis de demain sont nombreux, les enjeux énormes. Alors pour les motiver et leur donner confiance, des conférenciers de renom ont été sollicités. J'ai eu beaucoup de chance quand même de suivre les bonnes filières, mais c'est lié aussi à ce que j'ai trouvé ma voie et j'ai eu confiance en moi d'une certaine manière. Et un des grands problèmes pour beaucoup de jeunes, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux et en plus, ils ne savent pas quelle filière prendre, quel est l'intérêt d'avoir une bonne éducation. Et les informer à ce sujet et les accompagner, c'est tout à fait important. Et souvent, des gens qui ont un potentiel très important n'y arrivent pas parce que justement, ils n'ont pas ça. Et l'école ne leur donne pas ça, le système éducatif français ne leur donne pas ça. Chaque année, l'Institut de l'engagement accompagne 700 lauréats dans leurs projets, reprendre des études, trouver un emploi ou créer une entreprise, avec un taux de réussite de 90% la première année. C'est sans doute la première bière 100% lyonnaise. Un hôtel de Gerland a installé il y a quelques mois sur son toit une houblonnière, une vingtaine de plants au total qui lui ont permis de réaliser sa propre production. Il y a quelques autres concurrents qui fabriquent de la bière à Lyon, mais ils ne le font pas avec leur houblon qui est élevé sur Lyon. Donc on est plutôt fiers de sortir notre première bière avec ça. 4000 litres ont été produits cette année. Le nom de cette bière, Bog, comme bière of Gerland. D'origine hollandaise, le korfbal a trouvé à Bonson sa terre d'accueil française. Avec ses 15 titres d'affilée de champion de France, c'est en toute légitimité que le club a gagné sa place d'organisateur de la Coupe du Monde du beach korfbal. Le beach korf donc, qui est un peu différent du korfbal, donc ça se joue donc, sur un terrain qui fait à peu près la moitié d'un terrain de handball. On va avoir 2 équipes de 4 joueurs qui sont face à face, forcément 2 filles et 2 garçons. Ils ne pourront pas commencer le match sans avoir une autre composition d'équipe que de filles et de garçons. Et après, les règles sont les règles basiques du korf, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le ballon dans les mains, il faut soit faire un shoot, soit faire une passe. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se déplacer avec le ballon dans les mains, pas le droit de dribbler, mais sur le sable, c'est compliqué. Ancré dans la Loire depuis bientôt 40 ans, ce sport défend des valeurs de convivialité et d'esprit d'équipe, mais pas seulement. C'est un jeu qui est entièrement fondé sur le collectif et le démarquage. Donc c'est vrai que la vivacité est un atout majeur au korf pour pouvoir se faire plaisir. Autre particularité, ici la mixité et la parité sont obligatoires pour jouer et beaucoup y voient un avantage. L'ambiance qui règne, c'est un sport, je pense que c'est le seul sport avec une ambiance comme ça qui règne très familiale. En plus, voilà, c'est mixte. Je pense que ça apporte aussi quelque chose à l'atmosphère qui peut régner dans le sport. Et c'est en partie pour ça que j'ai choisi que je suis le korf. Ce week-end, 8 nations seront présentes pour cette Coupe du Monde. Face aux Français, de redoutables compétiteurs comme les Pays-Bas et la Belgique. Si les seniors sont habitués aux compétitions internationales, pour les U19, ça sera une grande première. Le groupe déjà s'est reformé assez récemment au niveau donc, national et on peut dire que c'est leur première grande compétition. Donc il y a eu une grosse préparation là, ces derniers mois depuis l'annonce pour essayer d'arriver au niveau optimum à l'ouverture de la compétition.
Fier d'organiser ses 3e mondiaux, le club a mobilisé près de 80 bénévoles sur l'événement. C'est une consécration, on sait que c'est une grosse préparation et ça mobilisait beaucoup de personnes et beaucoup de temps. Mais clairement, on est très content de pouvoir proposer ce type de compétition loin de la mer, mais quand même avec du sable et à bon son. La journée d'installation qui n'est pas comptée dans l'événement mais qui est primordiale. Donc ça va commencer dès vendredi matin, dès l'aube, pour pouvoir tout aménager le site. Et là, il n'est pas encore complet, il manque encore les tribunes, tout ce qui va être aménagement, décoration et quelques surprises. À travers cet événement mondial, un autre objectif pour le club de Bonson, celui de faire connaître ce sport en France et augmenter ainsi le nombre de licenciés, en attendant qu'un jour, peut-être, le korfball soit inscrit aux Jeux Olympiques. Après le lancement du Wi-Fi dans les TGV, c'est au tour des TER. La région Auvergne-Rhône-Alpes veut optimiser le temps de trajet de ses usagers. L'expérimentation a débuté en août 2018 sur la ligne Mâcon-Valence. Aujourd'hui, la 2e phase de test commence avec un nouveau dispositif Wi-Fi installé sur 3 rames de la ligne Grenoble-Lyon. Cette expérimentation, elle s'applique sur différentes lignes de la région. Il y a aussi la ligne Lyon-Clermont qui est concernée. Et on poursuit avec cette ligne Lyon-Grenoble où on a vraiment de fortes attentes de la part de nos usagers. Donc à l'issue de ces, 3 années d'expérience, nous pourrons déployer sur l'ensemble de notre parc de matériel roulant la technologie la meilleure, la plus performante pour un meilleur confort pendant les temps de trajet. Ce dispositif Wi-Fi proposé par le géant de la téléphonie Orange est une solution embarquée. On définit les matériels qu'on va utiliser pour ça, donc c'est effectivement un routeur de communication qu'on va installer qui va avoir plusieurs cartes SIM. On va avoir une antenne de très haute qualité qu'on va placer à l'extérieur sur le toit qui va venir se connecter sur ce routeur, et ensuite des points d'accès Wi-Fi. Donc les gens vont se connecter sur ces points d'accès Wi-Fi et à travers le routeur, ça va aller sur les antennes 3G, 4G opérateurs mobiles qui, elles, sont installées un peu partout dans la nature. Ce qui va se passer, c'est que quand le signal commence à se dégrader un petit peu parce qu'on est plus loin avec vos téléphones à bord, vous allez perdre la connectivité, alors qu'avec la solution là et l'antenne qui est à l'extérieur, cette connectivité va rester. La SNCF souhaite également tester d'autres solutions comme des vitrages haut débit permettant aux ondes de pénétrer dans les rames des trains.